Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. Au menu, justement, on va parler d'alimentation avec le festival Incité, dont le thème est à table. On va parler aussi de religion, on va parler aussi de politique avec Lionel Massetta. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors, vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous êtes le concepteur, le créateur et l'organisateur de ce festival qui s'appelle Incité, qui a lieu à partir du 16 mars. Ouais, du 16 au 23 mars prochain. 16 au 23 mars, et dont le thème cette année, c'est à table. Hein, est-ce que nous sommes ce que nous mangeons? C'est une des questions. Notamment. Avec d'autres sujets. Avec Sophie McLaughlin, bonjour. Vous êtes de l'Institut Sapiens. Alors, en un mot, l'Institut Sapiens. Alors, l'Institut Sapiens, c'est une think tank française, la première think tank française. On réfléchit en toute modestie à la nouvelle place de l'humain dans la révolution numérique qui a déjà commencé. Il y a des changements considérables qui sont déjà en cours, des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, qu'on ne connaît pas encore. Et évidemment, il faut se préparer. On a les GAFA et les BATX qui prennent de l'ampleur. Et nous, en Europe, il faut qu'on réfléchisse à des alternatives pour faire contrepoids. Alors, l'Institut fait beaucoup d'études. Il y a notamment une étude que vous venez de publier sur l'éventuelle taxation des GAFA. Oui. On en reparlera avec vous tout à l'heure. Stéphane Monson, ça va bien? Oui, ça va, Patrice. On passe bien. On réfléchit à la manière de nous remplacer. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que des robots vont pouvoir enseigner à votre place bientôt? Je pense problème. Que oui. Oui. Et mieux, je crois. Mieux et pour moins cher. Et pour moins cher. En attendant, vous êtes toujours professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et Jean-Charles Lajoigny. Bonjour. On va peut-être pouvoir remplacer les écrivains par des robots aussi. Il y en a ça pourrait être une bonne idée. Oui. C'est pour certains textes. Il y a déjà les correcteurs d'orthographe qu'il faut faire attention. Mais oui. Non, parce que ça peut changer le sens des choses. Ça va être plus facile de trouver un auteur, de faire écrire un livre par un robot que de le faire corriger, je pense. Oui. À mon avis. Alors, justement, celui-là n'a pas été écrit par un robot, mais par deux auteurs, Frédéric Ernotte. Et Pierre Gollon. Ils sont mis à deux. Il y a un Belge, Frédéric Ernotte. Qui n'est pas donc le parent avec la patronne aucun rapport. C'est dommage, parce que sinon, je pense qu'on aurait peut-être un peu plus de publicité, d'adaptation et tout sur ce roman qui est magnifique. Comme des mouches. En même temps, comme des mouches. C'est drôle. C'est l'histoire de deux jeunes filles, deux jeunes femmes, dont l'une s'est fait larguer par a été trahie par son petit copain. Et donc, elle veut se venger des hommes et elle monte une sorte de faux site de rencontre. Au début, c'est juste un jeu. Je me dis, on va faire venir des mecs qui vont être attirés par nous, puis on va un peu se moquer d'eux. Et puis, en fait, ça tourne très mal parce que il y a quelqu'un qui voit ça d'un mauvais œil et il y a quelques prétendants qui finissent par tomber comme des mouches et elles finissent par s'inquiéter vraiment. Donc, il y a un côté. Donc, vaut mieux rester un copain avec elle. Voilà, c'est l'amour 2.0, enfin la vengeance sur le net, etc. C'est assez astucieux. Comme des mouches, Frédéric Ernotte et Pierre Gollon. Voilà. Et le cardinal Barbarin. Qui n'est pour rien dans ce livre. Quelle nouvelle. Mais qui a été condamné avec 6 mois avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels. Il fait appel. Il fait appel. Alors, c'est très intéressant parce que... Il va demander, il va poser cette décision. Justement, il va proposer cette décision. Justement, il y a le droit des hommes, si je peux dire, et puis il y a le droit canon, enfin, ou en tout cas le droit de l'Église, puisqu'il fait appel, donc il ne reconnaît pas sa culpabilité vis-à-vis des hommes, et en même temps, il présente sa démission au pape, ce qui est a priori contradictoire, non? Oui et non, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où c'est le cas de le dire, la messe semble dite, puisque tout le monde estime qu'il est coupable, je veux dire l'opinion publique, absolument tout le monde. La justice, bien évidemment, mais enfin, je veux dire, le procureur n'avait rien à réclamer comme peine. Hein. Je veux dire, il a été beaucoup plus condamné que les réquisitions qui n'en étaient pas. Voilà, alors après, c'est plutôt... On sait que c'est un exemple, quoi, plutôt. Non, oui, puis c'est plutôt honnête de sa part et assez logique. Après, on verra ce que le pape décide, mais je ne vois pas comment il peut faire autrement que de proposer une démission. Sophie ? C'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout.
Donc ça permet au moins d'ouvrir un certain nombre de dossiers. Il y a quand même un changement. Là, c'est vrai que l'Église de Rome en prend quand même un tout petit peu pour son grade depuis quelques années. C'est-à-dire que des dossiers sortent de tous les côtés. Et puis moi, je trouve que voilà, c'est peut-être un des bons aspects, de la transparence actuelle. On parlait de l'époque 2.0. Oui. C'est peut-être un des aspects qui est assez intéressant. Il y a des aspects négatifs de la transparence. Il y a des aspects aussi négatifs de la transparence, bien entendu. Mais entre l'étude et le travail qu'a fait Fred Martel pendant plusieurs années, où il a été vraiment en immersion à Rome. Avec son livre qui fait, avec son livre, avec ses 600 pages qui sont assez remarquables, assez remarquablement fouillées, entre le reportage et le documentaire qui est sorti sur Arte la semaine dernière sur la question des abus sexuels sur les novices et puis sur les sœurs, sur les nonnes. Oui, il y a carrément presque des réseaux de prostitution. Enfin, c'est terrible. Il y a presque des réseaux de prostitution. En tout cas, il y a des choses qui sont établies et qui sortent. Stéphane ? Moi, j'ai entendu ce matin, Monseigneur Barbarin va présenter de nouveau, parce qu'il l'avait... Oui, déjà présenté. Il avait déjà présenté sa démission au pape, qui avait été refusée au début de l'affaire. Lui va présenter sa démission, mais ses avocats vont interjeter, enfin, on ne dit plus interjeter, vont faire appel. Donc, ça marquait une nuance qui n'a pas lieu d'être, évidemment. Sur la condamnation, elle est d'autant plus forte, en effet, que le parquet n'avait pas requis de peine. Et surtout, la première condamnation pour des faits similaires avait eu lieu en 2001 avec l'évêque de Caen, qui avait été condamné à 3 mois avec sursis. Là, c'est le double, ça n'est pas rien. Et de surcroît, l'évêque de Caen était resté en place pendant 10 ans. Il y a donc, il y a une évolution, c'est vrai, en 20 ans. Mais je crois qu'au-delà des faits, le reproche fondamental, qui est un reproche d'ordre institutionnel, c'est que depuis très longtemps, la hiérarchie catholique savait. J'allais dire tout le monde savait, mais je pense qu'on ne se doutait pas du caractère systémique et présent de tout cela. Donc, c'est un reproche qui dépasse la seule personne du cardinal Barbarin. Et lui-même l'avait dit d'ailleurs. Il s'est assez maladroitement défendu. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais grâce à Dieu, la plupart des faits sont prescrits. Oui, c'est ce qu'il avait dit, grâce à Dieu. C'est épouvantable. C'est sa phrase, hein. Oui, c'est sa phrase. Grâce à Dieu, les faits sont prescrits. La plupart des faits sont prescrits. Ouais. Et puis, d'autre part, il l'a dit tout de même qu'il y avait d'un côté son devoir civique, son devoir d'homme, qui consistait à dénoncer, et de l'autre, presque son devoir d'homme d'église, qui a consisté à couvrir ou à essayer de couvrir son institution. Il l'a formulé de manière relativement claire, d'ailleurs. Il y a ce dualisme, en effet, qui existe entre le... Alors là, vraisemblablement, il se soumet quand même au droit commun, en présentant sa démission. Enfin, Mais je crois que l'Église se retrouve dans une contradiction entre le temps long dans lequel elle s'inscrit, forcément, et la nécessité de sauvegarder, coûte que coûte, bien malheureusement, l'institution, et puis le temps court, et là on le voit aujourd'hui, qui est un temps médiatique, dans lequel la position de Barbarin et de l'Église est totalement intenable. On parlera d'ailleurs peut-être du catholicisme tout à l'heure aujourd'hui en France, sachant que le cardinal Barbarin, un peu comme l'épiscopat français, a pris des positions assez réactionnaire, si je peux dire, assez conservatrice sur les sujets sociétaux, notamment sur la PMA, sur le mariage pour tous, etc. On en reparlera tout à l'heure, mais vous parliez... Et l'homosexualité, absolument. Ouais. Et c'est vrai que cette Église qui était, c'est peut-être le sujet de tout à l'heure, qui était assez en avance dans les années 50 sur le plan sociétal, ou sur le plan... Et c'est un peu replié sur elle-même dans les dernières années. Vous parliez de Grâce à Dieu. C'est le film de François Ozon qui reprend donc cette affaire jugée à Lyon, qui est celle du père Prénat, qui est donc accusé, qui a été condamné d'ailleurs lui pour des actes pédophiles, qui était donc censé être protégé par le cardinal Barbarin. Je vous propose qu'on regarde la bande-annonce de ce film et on en parle après parce que c'est intéressant sur le rapport justement entre les créateurs et le droit. Je m'appelle Alexandre Guérin, père de 5 enfants. Je découvre il y a 1 mois, par hasard, que le père Prénat est revenu sur la région de Lyon, comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Les samedis après-midi, il m'emmenait dans le local photo de la paroisse. Il me disait, c'est notre secret. Je suis horrifié par ce que vous me dites.
Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une sanction de l'Église à son encontre. Je vais être clair avec vous, le père Prénat restera toujours prêtre. Vous avez une idée d'autres victimes qui pourraient témoigner? Mais je suis sûr qu'il en existe. Il y a une plainte qui a été déposée contre Prénat. Putain, c'est pas vrai. Mais regarde, il est encore avec des gosses. Je croyais qu'il était mort. Il va falloir faire quelque chose. Faut réunir d'autres victimes. J'attends depuis toujours ce moment, que je puisse enfin tout raconter moi aussi. C'est important. Est-ce que vous voulez porter plainte contre Bernard Prénat? Ouais, je porte plainte. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Vous vous rendez compte de la violence de ce que vous venez de dire? Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. C'était la parole du cardinal Barbarin. C'est un film qui retrace la naissance et le combat d'une association, La Parole Libérée, qui était d'anciens scouts qui accusent le père Prénat d'avoir abusé d'eux quand ils étaient mineurs. Le père Prénat a été condamné. Il y a un autre personnage qui s'appelle Régine Maire, qui a été mis en cause dans le film, qui elle a été relaxée. Le problème, c'est qu'on a là... Alors, c'est un film qui est sorti avant que l'affaire soit examinée par le tribunal. Et il y a évidemment un conflit entre deux principes importants, qui est celui de la présomption d'innocence et puis le principe de la liberté de création, de la liberté d'expression. Je ne vois pas du tout où est le conflit, parce que ce qui est le plus important, c'est quand même la présomption d'innocence, et la liberté de création, c'est merveilleux, mais personne n'a jamais empêché quiconque de faire un film. Ozon pouvait tout à fait faire un film en changeant les noms, tout le monde aurait reconnu de qui il s'agissait, et il n'y avait pas d'atteinte à cette présomption d'innocence. Mais là, en mettant clairement le nom du prêtre, le nom de cette femme qui a d'ailleurs été relaxée, etc., c'est un scandale absolu. C'est-à-dire qu'on jette en pâture des gens qui n'ont pas été jugés. Alors même si on peut avoir à titre personnel la certitude qu'ils sont coupables, sur le principe, c'est indéfendable. Et quand on pense que la justice a osé sortir comme argument pour autoriser la sortie du film qu'économiquement c'était compliqué de ne pas le sortir. Il y a une dimension économique dans la décision. Il faut rappeler qu'en effet que le père Prénat et Madame Maire ont demandé le report du film après le procès, et la justice a laissé le film sortir. Laisser le film sortir en disant bah oui, mais économiquement, c'est compliqué. Économiquement, on peut pas ne pas le sortir. Alors si maintenant c'est l'économie qui décide de savoir et qui vaut plus que la présomption d'innocence, qui me paraissait être un droit. Enfin, j'en parle sous votre contrôle, cher ami. Enfin, ça me paraît être un droit extrêmement important, non? Enfin, je trouve que c'est honteux comme décision. Point de vue de cher ami. Oui, là-dessus. Non, c'est-à-dire qu'il y avait au fond trois principes d'égale valeur à concilier sur le plan strictement juridique. Ben oui, il y avait, mais vous les avez énoncés. Il y avait d'un côté la présomption d'innocence, de l'autre la liberté de création, qui est l'une des modalités de la liberté d'expression, et il y avait globalement les libertés économiques, c'est-à-dire que la liberté dont on dispose en France depuis 1789-91 de pouvoir, dans un contexte d'économie non dirigiste, si vous voulez, de pouvoir exercer l'activité économique de son choix dans des conditions à peu près favorables. Ça, c'est un principe fort aussi. Et ces trois principes, pour résumer, ont une valeur d'ordre constitutionnel. Oui, ils sont situés tous les trois au plus haut dans la hiérarchie de nos règles, de nos normes. Donc il fallait que le juge des référés du TGI de Paris concilie ces trois règles. Alors, et vous l'avez dit, le point le plus marquant dans cette affaire, c'est que, alors c'était d'un côté une fiction, mais de l'autre, avec les patronymes qui correspondaient exactement à la réalité des choses. Et en cela, on peut dire en effet que, moi de mon point de vue, et pas seulement de mon point de vue, mais que la présomption d'innocence a été bafouée. Et il faut rappeler que la présomption d'innocence perdure jusqu'à l'intervention d'une décision définitive. C'est-à-dire que fondamentalement, on en parlait tout à l'heure. Elle est encore en cours aujourd'hui, malgré la condamnation du Prénat. Le cardinal Barbarin est encore présumé innocent puisqu'il a interjeté appel. Et Prénat, alors Prénat, s'il interjette appel, je ne sais pas encore. Je ne sais pas s'il interjette appel, il est encore présumé innocent. Oui, et la condition n'est pas définitive. Lionel Messet, alors en tant que créateur et que directeur de théâtre, c'est vrai que vous pouvez être confronté à ce genre de choses.
Oui, on peut être confronté à ce genre de choses, oui. Et on le sera certainement dans les années qui viennent. Après, moi, je pense que la liberté de création s'inscrit aussi dans un cadre qui est juridique. Moi, j'ai une formation juridique, donc je peux pas aller contre un des principes fondamentaux. Mais je trouve qu'il y a une grande ambiguïté on ne parle pas de l'aspect esthétique du film, mais une grande ambiguïté dans la position de Ozon quand il parle d'une fiction issue de faits réels. Effectivement, en ce qui concerne Prénat, voilà. Tout le monde est au courant de ce qui lui est reproché. Il a reconnu lui-même une grande partie des faits, pas la totalité. Bon, moi, ça me gêne pas particulièrement, mais l'ambiguïté de François Ozon, c'est que une partie des noms sont les noms réels. On va dire de ceux qui sont accusés. Et oui. En revanche, les accusateurs. Les accusateurs, ce ne sont pas leurs noms. Ouais. Donc il peut jouer à la fois il peut jouer à la fois sur les deux tableaux. Si c'est une fiction, pourquoi est-ce qu'on garde les noms? Vous pensez que à partir du moment où on dit fiction, on pourrait, ce que vous disiez tout à l'heure, on pourrait prendre des pseudos, en gros, et tout le monde verrait de quoi il s'agit. Mais au fond, donc une fiction sur Adolf Hitler, sur Joseph Staline, il n'y a pas de souci. Bien sûr, non. Une fiction sur des affaires qui sont en cours de jugement. Moi, ça me pose une vraie question. Même si je n'ai absolument aucune sympathie pour le père Prénat. Oui. C'est pas mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est très. Le droit n'empêche pas d'utiliser le vrai nom. Heureusement. Visiblement. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Ça s'appelle le régime répressif. Dans les livres de politique fiction, on peut tuer le vrai président du Sénat. Enfin, on peut s'amuser avec qui on veut. Mais Sophie ? Au-delà des décisions, moi, ce qui me semble, c'est que c'est finalement une décision qui est compassionnelle. Parce qu'on nous parle de questions économiques, mais finalement, ça me paraît plutôt, par rapport aux victimes, on se dit, il a reconnu une partie des faits. C'est probablement pour les victimes une grande victoire. Moi, ça me retourne le ventre. Juste de voir l'extrait, je trouve ça très difficile. En plus, on a eu récemment là, les chatouilles d'Andrea Bescon, très bon film. Extraordinaire, au théâtre qui était. C'était d'abord une pièce de théâtre, spectaculaire. Et le film est très très bien. Ah oui, c'était. Mais bon, des sujets qui sont tellement durs. Moi, je ne peux plus. Là, je suis à la limite de ce que je suis capable de supporter sur les questions de la pédophilie. Alors, puisqu'on parlait de noms réels, il y a une autre affaire qui a dû vous passionner, puisque c'est un collègue à vous. Oui, un éminent collègue. Un éminent collègue, Jacques Viguier, professeur de droit public à Toulouse, de droit public, et qui avait été accusé d'avoir tué sa femme. Il y a eu 2 procès. Il a été acquitté par une première cour d'assises. Il a changé d'avocat, a pris Dupond-Moretti pour le deuxième procès. Il a été à nouveau acquitté. Et il y a un film qui est sorti il y a quelques semaines, qui s'appelle Une intime conviction, qui est de Antoine Rimbaud. Et alors dans lequel l'amant alors il n'est pas accusé proprement dit, mais enfin il est chargé assez fortement. Et là encore, avec les vrais noms des protagonistes, même s'il y a là encore un personnage qui est joué par Bernardine Foïs, qui est totalement un personnage de fiction. On peut regarder aussi cette bande-annonce. C'est d'ailleurs un très bon film. Maître Dupond-Moretti, c'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier. Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. Je vous parle d'une erreur judiciaire là. Et vous êtes qui alors? Je suis une amie de la famille. 250 heures d'écoute téléphonique. À vrai dire, je suis emmerdé, j'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. Vous savez, madame, qu'il y a de nouvelles écoutes téléphoniques au dossier? Oui. Ah bon? Vous en pensez quoi, vraiment? Il est persuadé de la culpabilité de Viguier, il n'en démord pas. Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent. T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit de faire quoi? Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance. Faites-moi confiance une dernière fois. Autre affaire récente, évidemment. Alors là, elle a été, pour le coup, définitivement jugée, puisqu'elle a été acquittée 2 fois par 2 cours d'assises différentes, mais dans laquelle on donne les noms des vrais protagonistes. Ça pose quand même un petit problème, quoi. Ah oui, moi, je vous dis, une fiction, quand on est sur des...
Moi, la question que je me pose dans l'affaire précédente, c'est dans quelle mesure est-ce que ce film, ou est-ce que l'atmosphère, puisque vous parliez d'un jugement compassionnel, a pu avoir une influence sur les juges. Oui, dans quelle mesure les juges sont-ils soumis à une pression sociétale, une pression médiatique, et dans quelle mesure ça peut influencer leur jugement. Moi, c'est ça qui me pose une vraie question. Sont-ils en dehors de toute pression ou pas? Je ne sais pas. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de délit de viduité, enfin, un temps qu'il faudrait entre le moment où la fiction s'empare d'une affaire, peut-être, je ne sais pas, mais sans que ça soit... Évidemment, on ne peut pas réglementer ça. Après, on a une culture... Pardon. Non, mais j'allais dans votre sens. C'est vrai que j'ai l'impression quand même que l'opinion publique est de plus en plus oppressante et que ça doit être très compliqué pour la justice. Que l'affaire Sauvage, par exemple, cette femme avait quand même été condamnée à 2 reprises et sous la pression de l'opinion publique, elle est graciée. C'est-à-dire que l'opinion publique a jugé qu'elle c'était. Il faut rappeler, c'est une femme qui a été battue, par son mari, et qui a tué son mari, d'un coup de fusil dans le dos. Voilà. Condamné une première fois, je rappelle, et condamné une deuxième fois. 2 fois condamné, oui. Avec des procès qui n'ont pas duré 2 minutes, qui ont été extrêmement longs, avec des tonnes de pièces, etc. Les jurés, la justice estime que après, on dit, il y a l'opinion publique, il y a des manifestations. Et il y a eu un téléfilm. Voilà, un téléfilm, une campagne de presse, une campagne sur l'opinion publique absolument démente. Et, peu importe les décisions de justice, on gracie cette femme. Donc, après, ça peut, à mon sens, dans ce cas-là, ça peut largement s'expliquer. C'est-à-dire que pas un juge qui ne peut pas condamner cette personne qui a commis un homicide avec préméditation. Je crois que c'était le cas. C'était avec préméditation. Ça, c'est un fait. Et rien n'excuse un homicide avec préméditation. Je suis totalement d'accord. Maintenant, il y a une autre situation, qui est la situation d'une femme qui a été battue pendant des années et des années. Et là, comment est-ce que se positionne? Alors, elle a été graciée par François Hollande. C'était François Hollande. Il y a eu 2 grâces successives. Il y a eu une grâce partielle d'abord et une grâce définitive par la suite. Donc là, c'est tout à coup, à mon sens, un respect. La grâce, c'est un respect de la décision de justice. La justice a passé, voilà. Et ensuite, c'est une décision qui est politique. Qui est politique et qui est sociétale. Moi, je crois qu'il y avait presque une grande logique dans cette grâce qui faisait suite à une décision de justice. Mais c'est vrai que, vous posez une question qui est intéressante, c'est-à-dire que la justice, aujourd'hui, peut-être encore plus qu'autrefois, est à l'écoute, au fond, de la société. Peut-être pas les juges proprement dit, mais les décisions judiciaires, c'est vrai. Je pense que les magistrats ne sont pas, en principe, sous pression. Non. Mais ils jugent dans un contexte. Ils jugent dans un contexte, oui, absolument. Qui est peut-être plus fort aujourd'hui avec les médias qui s'emparent des affaires qu'il ne l'était il y a 50 ans. Mais pour l'affaire Viguier, l'intime conviction, ce qui est choquant, encore une fois, c'est en effet que les vrais patronymes sont révélés. Même pour lui. Oui, parce qu'on a un droit à l'oubli aussi. Et de surcroît... surtout quand on a été acquitté. Et deux fois. 2 fois. Par deux cours d'assises. Et de surcroît, là, on l'oublie parfois, la puissance du doute. Il y avait des doutes. C'est vrai que le dossier était lourd. Et c'est vrai que Jacques Viguier, mon collègue Jacques Viguier, je le dis vraiment avec gravité, parce que c'est quelqu'un, moi, que j'ai croisé 2 ou 3 fois, et qui dans notre petit village universitaire du droit public, a toujours eu la réputation d'un collègue très brillant. Et ses écrits étaient, parce que aujourd'hui, il est dans une situation probablement détruite. Cette affaire l'a complètement détruit. Mais il écrivait des choses extrêmement puissantes et brillantes, Jacques Viguier. Il y avait des légendes d'ailleurs qui couraient sur lui, qui considéraient que, vous savez, l'agrégation de droit public, il y a cette fameuse leçon en 24 heures qui est un truc mythique, et on dit Jacques Viguier est arrivé. C'est une leçon de 45 minutes qu'on prépare pendant 24 heures avant. Et Jacques Viguier est arrivé avec le plan de sa leçon de 24 heures sur un ticket de métro. Et donc il a... C'est une légende ou il paraît que c'est vrai. Je ne lui ai jamais demandé, mais il paraît que c'est vrai. C'est pour vous. Voilà. Oui, c'était vraiment... il était brillant. Oui. Mais voilà, il y avait doute. Et il s'est fort mal défendu
à l'occasion une attitude un peu hautaine, très maladroite, il a voilà, pris les gens de haut, etc. Et même étonnant pour un spécialiste du droit, même. Oui, enfin, c'était plus une affaire d'humanité que de droit ici. Bien sûr, mais il connaît quand même la justice. Mais n'empêche, il y a ce matelas qui brûle, comme par hasard, le lendemain dans la décharge, le footing, etc. Bon. Mais tout ça marquait l'existence de doutes, et le doute profite à l'accusé. Alors, justement, le film est assez bien fait là-dessus, parce que c'est justement une sorte de débat entre le personnage de Marina Foïs, qui est un personnage alors créé de toutes pièces, qui n'existe pas, qui veut charger l'amant, et Dupond-Moretti qui dit non, c'est pas mon travail, moi c'est de montrer qu'il y a un doute sur la culpabilité éventuelle de mon client. Et donc, il l'emporte comme ça. Mais justement, vous parliez tout à l'heure de la question de la liberté de création. C'est aussi la question de la place de l'artiste. Est-ce que la place de l'artiste, mais ça, il y a autant de visions qu'il y a d'individus, la place de l'artiste est-elle celle de dénoncer, d'accuser, avec des certitudes, ou bien de poser des questions? Moi, mon camp est donc de travailler sur le doute. Oui, c'est pas un procureur. Et pour moi, le travail de l'artiste est justement de nous mettre dans une situation de doute. C'est-à-dire que je pense que l'individu, le spectateur, est capable de se faire son jugement à partir d'éléments. Et quand on part sur une accusation pure et simple, surtout sur des affaires qui sont en cours, moi, ça me pose toujours un vrai problème. Oui, de qui on est et d'où on parle. Il y a une époque où les intellectuels, les artistes étaient plutôt sur la défense des gens que sur l'accusation. Et là, on a une sorte de basculement qui est quasiment, et je pense qu'on peut le dater avec Marguerite Duras et l'affaire Villemain, quand c'était la première fois qu'un intellectuel était coupable, forcément coupable, à cette pauvre femme qui avait rien demandé. Et qui n'est pas coupable. On fait la une de Libération, la une de tous les journaux, et elle attaque quelqu'un. Et depuis ce moment-là, en fait... C'était assez malin, parce qu'elle l'attaquait en faisant semblant de prendre sa défense. C'était Duras. C'était Duras. Le titre était quand même terrible. Oui, coupable, forcément coupable. Je veux dire, pour se relever d'une chose pareille, il faut y aller. Et depuis ce moment-là, on a l'impression que beaucoup d'intellectuels, au lieu de défendre, attaquent. Est-ce que c'est leur rôle? Je suis pas sûr. Voilà. Oui, on est loin de Zola. Oui, là, très très loin. Les intellectuels n'étant pas forcément des artistes. Comment? Les intellectuels n'étant pas forcément des artistes. Et l'inverse est complètement vrai. Pour faire le lien avec ce dont on va parler tout à l'heure, vous savez que Pierre Desproges aimait beaucoup les restaurants étoilés, et on lui présentait souvent le livre d'or de l'établissement à la fin du repas, et il mettait en règle générale le mot suivant: je m'ai bien régalé, et il signait Marguerite Duras. Et je crois que Laurent Baffy fait la même chose avec Jean d'Ormesson. Oui, c'est vrai, j'ai entendu. Oui. Mais c'était Desproges, le vrai créateur. On parlait de Grâce à Dieu, de Barbarin. Il y a un livre qui a fait la une du Point, qui est un livre d'un spécialiste de sondage, qui est Jérôme Fourquet, qui est à l'IFOP, qui s'appelle L'archipel français. Et alors, c'est pas du tout un livre polémique, c'est un livre qui reprend des chiffres et qui montre quand même une évolution absolument incroyable de la société française. Alors, il parle notamment des prénoms. En 1900, il y avait 20% des filles s'appelaient Marie. Aujourd'hui, elles sont 0,3%. Et en même temps, le nombre de prénoms d'origine arabe est à peu près de près de 20% aujourd'hui, 18%. Ça montre, alors, une évolution de la société française. Ça montre puisqu'on en parlait tout à l'heure, une perte de l'influence, notamment des racines chrétiennes, et notamment catholiques de la France, d'où peut-être la plus grande facilité à avoir des réformes comme le mariage pour tous, dont le cardinal Barbarin disait que c'était la porte ouverte à la polygamie, je crois, comme la PMA, c'est frappant quand même cette évolution. Oui, c'est extrêmement frappant, parce que beaucoup de gens, enfin le subodoraient en tout cas, mais comme les statistiques sont interdites, ethniques sont interdites en France, il y a une sorte de couvercle sur la marmite. Et puis là, c'est plus une statistique, ce sont des faits. Alors du coup, je ne sais pas au point de vue droit comment on peut faire la différence exactement entre les deux. Tout fout le camp. Non, mais moi je suis ravi. Mais ce qui est amusant, c'est que tout le monde a l'air de dire c'est absolument étonnant, etc. J'ajoute que
20% des femmes s'appelaient Marie. À l'époque, il y a beaucoup d'hommes qui s'appelaient Marie aussi. C'est vrai. Voilà. Donc, c'était des noms composés. Oui, non, bien sûr. Jean-Marie, déjà. Non, mais parler à la famille Le Pen. Voilà. Et puis même comme deuxième ou troisième prénom, il y avait très souvent dans beaucoup de familles Marie. C'est très important. Mais c'était, qui était la trace de l'origine chrétienne et catholique, notamment. Juive. Il y a énormément de prénoms qui sont d'origine juive. C'est vrai. C'est vrai. Et non pas d'origine catholique. Non, mais alors c'est vrai. Et alors il y a les chiffres aussi sur le poids de l'Église catholique. Je crois qu'il y a 6%, je crois, des gens maintenant qui vont à la messe, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que c'est une infinie minorité. On parlait déjà de zombies catholiques il y a quelques années. Fourquet a l'air de dire que c'est la fin, quoi, presque du catholicisme. Alors, faut probablement pas exagérer parce que il y a 6% effectivement, mais il faut aussi reconnaître que il est tout à fait de bon ton et de tout à fait très bien de dire qu'on va à la mosquée ou qu'on va dans tel ou tel lieu de culte. Quelqu'un qui sur un plateau de télé dit je vais à la messe, tout de suite il est catalogué. On dit oulala, ça c'est assez dangereux. Donc il y a il y a des présidents de la République qui y allaient. C'est impossible à dire. Enfin, dans un débat, je veux dire, un catholique qui va à la messe, je veux dire, bon... Ça dépend où vous êtes. Voilà, oui. Dans quel débat vous vous trouvez ça dépend. Il y a la tête de liste. Quand on est invité à Radio Courtoisie, vous mieux le dire. On pourrait parler politique, parce qu'il y a aussi un retour de la religion en politique, on le voit avec notamment François-Xavier Bellamy, qui est tête de liste de LR. Mais... il y a une perte quand même d'influence de la société catholique, on le disait tout à l'heure, avec peut-être des positions qui sont un peu refermées quand même ces derniers temps des instances catholiques. Je parlais du cardinal Barbarin qui parlait de polygamie, de voie ouverte à la polygamie avec le mariage pour tous. C'est vrai sociétalement, l'Église s'est refermée. Mais ce que dit le pape aujourd'hui, c'est que lui, et ce dont on parlait tout à l'heure, lui, sa position n'est pas de se mettre forcément au goût du jour. C'est-à-dire que même si sa position est beaucoup plus progressiste que celle des papes précédents, quoique Ratzinger était certainement beaucoup plus progressiste qu'on ne le pensait et qu'il ne le montrait, même si sa position est progressiste, et même si, dans son intime conviction, il peut être ouvert au mariage pour tous, je pense qu'il prend tout simplement le temps d'avancer ses billes. Et sa position sur des sujets sociétaux, sur des sujets politiques, sur des sujets écologiques, économiques, est quand même révolutionnaire, quasiment révolutionnaire, aussi bien pour la curie romaine que par rapport à ses prédécesseurs. Donc, moi, j'ai une certaine confiance dans ce nouveau pape et dans l'évolution des positions de l'Église, à part que l'Église est dans une telle situation aujourd'hui que je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à régler. Mais est-ce qu'elle n'a pas quand même raté un tournant? C'est pas un parti politique. L'Église de Rome n'est pas un parti politique. Et le temps de l'Église n'est pas le temps médiatique. Vous avez raison de le rappeler. Mais est-ce qu'elle... Parce que justement, il y a peut-être un besoin. Vous le disiez, peut-être aujourd'hui aussi un besoin de spiritualité. On le sent dans la société, tout économique, toute consommation, tout ça ne plaît pas à tout le monde. Et il y a peut-être d'autres religions qui prennent la place. Oui, mais justement, je vous le dis tout à fait justement, il y a d'autres religions qui prennent la place. Et quelles sont les religions qui prennent cette place? C'est des religions qui ont des règles, mais absolument extrêmement rigoureuses. Le protestantisme, c'est qui? Il y a les évangélistes. On peut pas dire. Oui, enfin, je veux dire. Qui montent. Très fort développement. Très honnêtement, je pense que l'islam est probablement plus en développement en France que les évangélistes. Oui, bien sûr. Mais je parlais des évangélistes. Ne noyons pas le débat, quoi. Non. Mais il y a parce qu'il y a la question notamment et surtout du financement des lieux de culte se pose pour ces deux religions, pour l'islam en premier lieu et pour les évangélistes en second lieu, qui ne disposent pas de suffisamment de lieux de culte pour se réunir. Mais alors, ne réduisons pas aussi, puisque c'est quand même il y a une vocation universelle là-dedans, dans cette affaire. Il y a l'Église de France d'un côté, mais regardez l'extension du catholicisme romain en Afrique, en Amérique du Sud. Oui, regardez l'influence extrêmement forte. Il faudrait parler des rapports de l'Église avec l'Occident. Avec l'Occident, mais vous le disiez, moi ça me choque pas d'entendre ces positions très conservatrices. Je me dis, ces gens-là, enfin entre guillemets, font leur boulot.
moi je ne les attends pas ailleurs. Je n'attends pas de l'Église catholique qu'elle vienne proclamer haut et fort qu'elle est très favorable au mariage pour tous, à la PMA, à la GPA, etc. Est-ce qu'on pourrait pas admettre ça s'appelle le pluralisme. Qu'on peut être divorcé et catholique, qu'on peut avoir subi une interruption de grossesse et être croyante? Oui, pourquoi pas, mais si vous voulez, moi je pense que l'espace... Ça peut se discuter quand même. Je pense précisément que... Alors on peut lui accorder plus ou moins d'importance, mais que... Précisément la laïcité, puisque la laïcité règle quand même les liens entre la puissance publique et les religions, et puis l'espace social, permet à un pluralisme philosophique, idéologique, de s'exprimer, et que la critique des religions, la critique des dogmes religieux est libre, et pourvu que cela dure, et il faut critiquer les religions, parce que sinon on en oublie qu'on a le droit de le faire, et puis les religions ont tout à fait le droit de critiquer les athées, les agnostiques, etc., les mécréants, tant qu'on veut, critiquer par le discours et admettre la réciprocité. Donc, moi, ça ne me choque pas. Chacun est à sa place. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, si la religion, la grande religion, c'est plus le catholicisme, c'est sans doute la laïcité. Mais ce n'est pas une religion, méfiez-vous. Il est quand même curieux de tirer comme conclusion de ce livre que vous nous dites que 20% des prénoms sont des prénoms d'origine arabe, enfin, ou musulmane, et la conclusion, c'est le catholicisme est en baisse. On peut aussi en tirer la conclusion que l'islam est en hausse, surtout. Enfin, non, ça paraît... Oui, qu'il y a plus d'enfants. Oui, c'est la conclusion, comme en matière de cuisine, que la société bouge. Que la société bouge, tout simplement, et que les influences... Après, chacun peut en tirer... C'est curieux de se focaliser sur le déclin du catholicisme. Si vous en tirez des conséquences politiques, on les voit assez bien. C'est-à-dire que face à une situation de mouvement, d'ébranlement comme ça, il y a deux possibilités. Il y a ceux qui disent il faut se refermer, qui se referment sur eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui disent voilà, la société bouge et on peut construire quelque chose avec cette société qui bouge. On voit bien que le clivage politique, il est bien là-dessus aujourd'hui. Oui, on peut aussi être entre les deux, ne pas être catastrophé, mais simplement accepter l'idée en disant oui, c'est quand même de savoir que la société bouge. C'est quand même un fait, et c'est peut-être quelque chose sur lequel on devrait beaucoup plus réfléchir plutôt que de dire non, c'est pas vrai, mais non, il n'y a pas de. Alors sans aller dans des théories un peu fumeuses. Mais c'est vrai que tous ces gens qui ne donnent plus de prénoms français, enfin, d'origine, en tout cas, n'appellent plus leurs enfants Marie, etc., mais les appellent plutôt de noms à consonance étrangère, c'est quand même un fait important. C'est un signe d'un certain refus de quelque chose, d'une non-acceptation de se fondre dans la masse, etc. Voilà, on peut pas nier ça. C'est pas être réactionnaire. C'est pas être réactionnaire de le dire. C'est pas. Voilà. Il y a aussi un accès à d'autres prénoms. On a vu la botte des Kevin à l'époque de Kevin Costner et Maman j'ai raté l'avion. C'est la fin un peu des Kevin. Des nouveaux prénoms très cool, américains. Je me trouve très optimiste en pensant que les gens s'appelleraient Kevin à propos de Kevin Costner. Non, à l'époque Kevin Costner. Oui, je pense que c'est plutôt des séries un peu plus bas de gamme que les films de Kevin Costner. Maman j'ai raté l'avion. Il y avait des statistiques qui sont sorties là-dessus. Le nombre d'enfants qui s'appelaient Kevin dans l'année qui a sorti. Oui. Et Brandon, c'est qui alors? Brandon, c'est Beverly Hills. Oui, voilà. C'est pas. Et Jordan? Ça, j'en ai pas le Jordan, Jordan. C'est Michael. Voilà, je m'intéresse justement. La première fois qu'un homme politique s'appelle Jordan. C'est vrai, oui. Il y a un Jordan, oui, Bardella. Voilà. Mais pour en revenir à l'église, je trouve ça dommage que. Moi, je pense qu'il y a maintenant un virage. Je voulais interroger là-dessus parce que je disais quand même l'affaiblissement du poids de l'église permet aussi des réformes sociétales de passer. Je parlais du mariage pour tous. Il y a aussi toutes les mesures sur la procréation. Oui. Moi, j'aimerais bien effectivement qu'il y ait un petit peu plus de discussion et de débat serein sur le sujet. Donc, moi, j'ai fait une GPA pour avoir ma fille. Et c'est vrai GPA, il faut préciser, gestation pour autrui. Gestation pour autrui, donc avec une femme porteuse, pas en France puisque c'est parfaitement illégal en France. Donc j'y ai eu recours aux États-Unis. Et finalement, on parle beaucoup de location d'un ventre. Moi, j'ai été insultée copieusement sur les réseaux sociaux. Et finalement, la majorité des gens ne savent pas ce que c'est qu'une GPA. Donc ça, je m'en suis quand même aperçue. J'ai fait beaucoup de pédagogie autour de moi pour dire, j'ai utilisé mes ovocytes, c'est mon enfant biologique. Malheureusement, j'ai un problème mécanique, cardiaque, qui m'empêche
de porter mon propre enfant. Après, il y a effectivement, tout le monde n'a pas les moyens d'aller faire une GPA éthique aux États-Unis ou au Canada, et il y a des abus dans des pays qui sont effroyables, en Inde par exemple, où les femmes sont parquées dans des fermes. C'est des femmes qui n'ont pas d'éducation, qui sont souvent obligées par leur mari de faire une GPA, qui touchent 2 000 € pour la totalité de la grossesse, et qui surtout, n'ayant pas les connaissances basiques en biologie, ne comprennent pas vraiment ce qu'elles sont en train de faire. Donc c'est, je pense, très dur, et psychologiquement, il n'y a aucun suivi, évidemment. Donc ça, c'est des excès. Malheureusement, en n'autorisant pas la GPA en France, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'obliger, entre guillemets, certaines personnes qui n'ont pas les moyens d'aller dans des pays où la GPA n'est pas du tout éthique. Voilà, donc moi je serais pour Ce que vous dites donc, c'est que face à un problème comme ça, on a soit on l'interdit et ça ouvre la porte à un marché qui est pas très recommandable, ou alors on la réglemente. On le réglemente, tout à fait. Vous pensez qu'il vaudrait mieux réglementer pour... Absolument. Et Elisabeth Badinter avait écrit un article qui était fabuleux, où elle expliquait qu'elle était pour une GPA éthique en France, alors où il n'y a pas de rémunération de la femme porteuse. Alors, évidemment, il y a un dédommagement, parce que la grossesse, c'est pas anodin. Pendant 9 mois, c'est très lourd. Donc c'est évident qu'une femme doit être dédommagée. Mais la GPA éthique, c'est ce que j'ai vécu moi aux États-Unis, et c'était une expérience qui, je crois, a été aussi enrichissante pour la femme porteuse que pour moi. Tu m'avais interrogé tout à l'heure sur le fait que les femmes porteuses ne s'exprimaient pas beaucoup. Oui. Moi, la mienne, elle serait ravie de s'exprimer. Évidemment, elle parle qu'anglais, donc elle va pas s'exprimer en France. Aux États-Unis, elle l'a fait. Elle a répondu à des journalistes. Et elle explique que c'est la plus belle chose qu'elle ait fait de sa vie. Elle est très très fière de l'avoir fait. Parce que je ne pouvais pas porter d'enfant, parce qu'on est devenus très amis. Ça a été un process très long avant le début de la grossesse. Et elle a des photos de ma fille dans sa maison. Elle l'a pas fait parce qu'elle avait besoin d'argent. Elle et son mari ont chacun des jobs. C'était vraiment une réalisation personnelle, et c'est une grande fierté. Et elle l'a refait ensuite pour un couple homosexuel 2 ou 3 ans après. Voilà. Et donc on est encore en contact, on s'envoie des photos de nos enfants respectifs. Donc pour moi, c'était une expérience qui était très belle, très enrichissante. Et puis surtout, j'ai une petite fille merveilleuse, donc voilà, quel bonheur. Ce que vous dites, au fond, même s'il y a évidemment une question d'argent, c'est pas la motivation. Non. Alors, de ces femmes. Encore une fois, pas aux États-Unis. Vous êtes le deuxième à parler de ça ici. Oui. Il y avait eu quelqu'un qui en avait parlé aussi, qui avait eu recours à la GPA et qui avait le même... Non, c'était pas. Alors, la même vision que vous. Aux États-Unis, on passe par des agences. Aussi aux États-Unis. Il y a un suivi psychologique qui est très sérieux des femmes porteuses. C'est des femmes qui sont mariées, qui ont déjà leurs enfants. Donc n'importe qui peut pas être femme porteuse. Et surtout, il y a une grande différence, c'est-à-dire qu'il y a eu une histoire qui a fait grand bruit dans les années 80 d'une femme porteuse qui finalement avait voulu garder l'enfant. Ça avait été épouvantable, sauf qu'à l'époque, les femmes porteuses étaient également les donneuses d'ovocytes. Quand la mère intentionnelle n'était pas en mesure de donner ses propres ovocytes, moi j'ai eu la chance de pouvoir donner mes propres ovocytes, donc c'est mon enfant biologique, mais on avait recours aux ovocytes de la femme porteuse, ce qui maintenant ne se fait plus du tout, sauf si c'est dans une même famille, mais c'est très rare, parce qu'évidemment, là pour le coup, elle donne son propre enfant, c'est un déchirement. Moi, ma femme porteuse, elle a considéré qu'elle portait pour moi cet enfant. Elle était, une fois, elle a utilisé le mot nounou. Elle m'appelait en me disant ta fille m'a encore empêché de dormir toute la nuit. La mère, c'est moi. La mère intentionnelle, c'est moi. Ouais. Et il y a eu des moments qui ont été difficiles aux États-Unis à la fin de la grossesse où elle était félicitée par des amis qui n'étaient pas au courant et qui touchaient son ventre et qui disaient c'est merveilleux, tu vas être une maman formidable. Et elle les repoussait gentiment en disant non, Sophie est la mère et je porte son enfant. Alors, après, évidemment, de grandes explications s'en suivaient. Après, c'est vrai qu'il y a, l'une des remarques qu'on fait, ou peut-être des contradictions qu'on peut vous porter, c'est que, pour l'instant, c'est vrai que ce que vous appelez la GPA éthique, elle est réservée à des gens qui ont des moyens. Absolument. Absolument. C'est extrêmement coûteux. Paradoxalement, c'est pas de rémunérer la femme porteuse qui est coûteux. Ça, c'est pas coûteux du tout. Pour moi, je considère que c'est un dédommagement. C'est même pas un salaire. Ce qui coûte très cher, c'est les avocats, les agences, les médecins aux États-Unis. Je vous en parle même pas. Les prélèvements d'ovocytes, dans mon cas, en Belgique, et donc des voyages dans tous les sens. C'est extrêmement, c'est très très compliqué et c'est extrêmement cher versus aller le faire en Inde où ça coûte 15 000 €. Quoi.
Ben, merci pour ce témoignage. En tout merci cas, à vous. Souvent, vous avez... Non. Après, je pense que c'est un problème tout à fait personnel. Moi, je trouve ça très bien. Et après, je peux également entendre qu'il y ait des arguments, des gens qui soient opposés à ça. Et voilà, ce que dit Sophie McLaughlin et qu'on peut entendre, c'est que voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord. Voilà. On n'est pas obligé d'insulter, on n'est pas obligé de. Moi, je suis tout à fait pour un débat apaisé. Le débat existe. C'est très intéressant. Et puis j'entends. Alors après, j'entendais mieux avant de le faire. Maintenant que c'est fait, fatalement, je vais pas changer d'avis. Et je suis très contente, mais je trouve que c'est très intéressant d'en discuter. Alors après, quand j'ai été jugée un peu violemment, je me suis quand même permis de dire à des personnes de mon entourage qui ont beaucoup d'enfants et qui m'ont dit que c'était la volonté de Dieu que je n'en ai pas, que j'acceptais d'être jugée par un jury de mes pairs. C'est-à-dire, mettez en face de moi des femmes qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants ou qui ont essayé pendant 10 ans. J'accepte d'écouter leur opinion et de la prendre en compte, mais je n'accepte pas que des personnes qui ne sont pas dans ma situation me donnent un avis, et surtout aussi brutal, en se permettant de juger ma situation. Voilà. Alors, il y avait un feuilleton qui s'appelait, pardon, parce que c'est un autre sujet, qui s'appelait Fais pas ci, fais pas ça, et on entend tout le temps à table. Vous vous souvenez de ça, non? Non, je connais. Ah oui, c'est un très beau feuilleton, non, avec Tonton Québec, avec. Non, vous ne regardez pas. C'était très belle série. Très belle série. Très amusante. Je suis au théâtre le soir. Je sais, non. Mais vous êtes aussi à table. Souvent. Puisque c'est le thème des rencontres in-cité qui ont lieu du 16 au 23 mars, notamment au Grand Théâtre de Saint-Quentin. Mais pas que. Pourquoi avoir... Alors, il y a eu d'autres thèmes, il y avait eu l'intelligence artificielle, il y avait eu le temps. Pourquoi avoir choisi la table ? Parce qu'à chaque fois, on prend, comme pour le temps qui était le thème des premières rencontres, c'est finalement là où s'inscrivent absolument toutes nos vies. La convergence, enfin, Humain demain, la saison dernière, c'était la convergence entre l'humain et la convergence technologique. À table, c'est notre quotidien. En fait, on essaie de prendre un thème qui nous concerne tous dans notre quotidien et de prendre un tout petit peu de hauteur. De décortiquer, de le décortiquer, de le démonter. En fait, l'idée, c'est de démonter en moteur. On voit globalement comment fonctionne le moteur, mais on aimerait bien l'analyser de façon plus précise. Et en analysant de façon un tout petit peu plus précise, finalement, on change souvent d'avis sur. Et c'est assez intéressant de s'emparer de ce thème. Ça, sans y réfléchir. Je veux dire, on se met à table sans. C'est quand même ce qui nous réunit tous. C'est que nous on mange de différentes façons. Avec une évolution quand même, non? Ça, les sociologues répondront sans doute à ça. Une évolution, mais dans quelle mesure? En fait, ce que quand on questionne l'acte de manger, quand on questionne l'alimentation, on va essayer pendant ces rencontres d'avoir une vision qu'on appellera holistique de l'alimentation. Manger, c'est des questions gustatives, c'est des questions nutritionnelles, mais c'est également plein d'autres questions. Comment la façon dont on mange, ce que l'on mange, a une influence sur la totalité de notre environnement. Et je ne parle pas que d'écologie, je peux parler de social, je peux parler de culture, je peux parler d'économie, etc., etc. C'est-à-dire que l'acte de manger, qui nous réunit tous, a un impact considérable sur notre environnement au sens global du terme. Donc, je pense qu'il est important de ne pas garder l'alimentation dans juste son aspect nutritionnel et gustatif, mais de prendre un peu de hauteur sur le sujet pour voir quelle est l'influence de l'alimentation sur nos vies, sur notre planète. Sophie McLaughlin, c'est un sujet que vous êtes intéressé. Oui, parce que j'ai fait une petite émission sur la cuisine sans sel, comme je ne mange pas de sel à cause de mes problèmes cardiaques. Et c'est vrai que je suis passionnée de cuisine. Alors j'ai trouvé que le festival était incroyablement complet. Je suis allée regarder les différents ateliers, les conférences, mais ça couvre absolument tout. C'est-à-dire que ça va aussi bien de l'agriculture intensive au bio, aux réactions chimiques qui provoquent le goût. Enfin, c'est incroyable. Ça m'a fait penser au livre d'Hervé Tisse, Les secrets de la casserole, où il explique des vrais cours de chimie pour expliquer les processus. Pourquoi il faut mettre. C'est un chimiste qui s'est intéressé, qui est le créateur de la
de ce qu'on appelle la gastronomie moléculaire. Exactement. Voilà, suivi ensuite par Ferran Adria plutôt et les autres. Oui. Mais c'était et voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que vraiment très complet. On a l'impression que voilà, c'est un travail qui a été fait. On s'est sur tous les thèmes, vraiment. C'est toujours des rencontres absolument extraordinaires. Et alors, il y a une dimension évidemment de table ronde avec des sociologues, avec des spécialistes, et il y a une dimension culturelle. Il y a des spectacles. Bien sûr, parce que alors juste pour revenir aux tables rondes, là il est très important aussi, comme on l'avait fait les saisons précédentes, de dire que il y a différentes opinions autour de la table et que l'on n'est jamais sur une façon d'asséner des arguments et des certitudes. C'est-à-dire que ces rencontres in cité sont là aussi pour instiller le doute dans nos certitudes. Et en matière d'alimentation, on en a un certain nombre de certitudes. Donc on questionne, j'ai l'impression, parce qu'on raconte beaucoup de choses très inquiétantes sur la façon dont on et surtout de redonner au thème la complexité qu'il a. C'est-à-dire que moi, quand j'entends les débats sur le bio, il suffit de passer au bio. Mais non, mais très bien. Moi, 80 ou 90% de mon alimentation est bio, c'est très bien. Mais le passage au bio, ça pose un certain nombre de questions. Et un certain nombre de questions également sur l'avenir de la planète. C'est-à-dire, et c'est une des questions dans les débats, est-ce qu'on sera capable en 2050 de nourrir 10 milliards d'êtres humains en bio? On parlait de Hervétis. Hervétis, lui, il a une réponse à ça et il dit non, on ne pourra pas, d'où la cuisine note à note. En revanche, il y a des avis totalement divergents de celui d'Hervétis. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'on devra probablement consommer moins de viande. Non? Ah bah oui, bien sûr. Moins de viande rouge. Mais d'ailleurs, il y a un changement de la relation entre les hommes et les animaux sur le bien-être animal qui influe sans doute sur. Alors c'est encore un peu bobo pour l'instant, mais puisqu'on parlait de spectacle, vous avez assisté à un spectacle. Oui, vous avez assisté à un spectacle absolument saisissant. C'était une petite pièce de théâtre qui était interprété par Vittorio Gassman et Ugo Tognazzi. Nous étions 3 journalistes, ils étaient tous les deux derrière en cuisine, et ça avait deux confrères avec moi, et donc on était tous les 5, et ils ont interprété cette pièce de théâtre. Ça durait à peu près 2 heures, enfin le temps ils ont démarré vraiment le risotto quand on est arrivé. Ça s'appelait risotto, c'est ça? Oui, ils discutaient tous les deux en italien. Moi je parle pas un mot d'italien, mais de temps en temps on arrive à comprendre. De temps en temps ils nous parlaient, moi j'avais un peu de mal, enfin il y avait une certaine interaction, et c'était quand même saisissant, parce que pour moi c'était quand même deux monstres du théâtre et du cinéma. Enfin c'était quand même de les voir, et puis ils prenaient vraiment leur rôle très à cœur, et bien évidemment après on a dégusté ce risotto qui était absolument délicieux. Voilà. En plus il faisait bien la cuisine. Non seulement il était bon, mais alors en plus pour moi il est chargé de souvenirs. Donc pour moi le risotto c'était vraiment une époque où j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup peut-être plus d'expérimentation théâtrale comme ça. Il y a eu le grand restaurant aussi de Jérôme Deschamps. Jérôme Deschamps, là, oui, il y avait les deux côtés de la scène et tout. C'était vachement bien. C'était Lapin Chasseur, non? Lapin Chasseur. Mais les artistes beaucoup d'artistes se sont intéressés à cette question de l'alimentation de tout temps. Et il y a eu un pic il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, il y en a un tout petit peu moins, mais voilà, on a quand même réussi à trouver 3 ou 4 spectacles qui sont véritablement sur cette thématique-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à corréler des tables rondes, des films, puisqu'on travaille avec l'UGC, des films avec des spectacles. On va dire que le spectacle vivant, c'est notre cœur de métier, ça on sait faire. Donc on va à la recherche de ces pièces rares. Alors il nous reste malheureusement 3 minutes. Donc, on ne va pas pouvoir parler de la taxation des GAFA. Non, je vais parler, mais peut-être, puisque quand même, il y a le 8 mars, journée des femmes, journée de la femme. Alors, il y a plusieurs problèmes, évidemment. Il y a le problème de la violence, il y a le problème de l'inégalité, il y a le problème économique, donc le problème de la pauvreté aussi, puisque les femmes sont plus pauvres que les hommes. C'est important encore qu'il y ait des journées internationales de la femme et des droits de la femme. Je suis partagée. Alors, oui, parce que on met en avant des interlocuteurs qui ne seraient pas forcément interrogés dans les médias normalement. Après, je pense que la gamme des problèmes, c'est important. Il faut pas que le combat de pointe fasse oublier le combat de fond. On parle d'égalité, de parité en entreprise, de plafond de verre, mais à côté de ça, on a aussi des femmes en France qui peuvent pas se promener dans la rue sans être insultées, qui peuvent pas aller dans des cafés. Donc voilà, j'ai eu une conférence récemment où on parlait d'excision et de plafond de verre.
Donc c'est très très large. Après, on peut aller encore plus loin. Il y a eu un article extraordinaire dans The Guardian qui est sorti il y a quelques jours, vous avez peut-être lu, qui parle du fait que toutes les datas qu'on a, en fait, l'humain par défaut, c'est l'homme. Donc les datas qu'on a, c'est des datas sur les hommes. Donc on sait exactement, par exemple, ce qui provoque le cancer chez les ouvriers, parce que c'est des métiers qui sont typiquement masculins. Par contre, des métiers qui sont considérés comme typiquement féminins, c'est-à-dire manucure, on respire des solvants toute la journée, ou femme de ménage, il y a 0 données. On n'a rien du tout. Ensuite, le téléphone portable, tout bête. C'est en théorie, ce sont les femmes qui sont les plus susceptibles d'acheter un iPhone. L'iPhone, il fait 14 cm en moyenne, il est calculé pour une main d'homme. Il est impossible pour une femme de prendre une photo avec une seule main. Pour un homme, oui. Nous, on est là avec 2 mains. Siri reconnaît à 70%, il y a plus de chance la voix des hommes que la voix des femmes. Vous dites à Siri, alors ça c'est aux États-Unis, c'est pas en France. En France, je l'ai pas testé. Je veux acheter du Viagra ou je cherche une prostituée. Siri vous répond. Vous lui demandez, je cherche une clinique pour me faire avorter. Je comprends pas. Il faut quand même préciser que Siri, c'est l'assistant vocal de l'iPhone, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Qui est une femme, ce qui est quand même assez drôle. C'est une femme, Siri ? C'est une femme, tout à fait. Ah, elle a un sexe ? Elle parle. Siri a un sexe. On peut pas choisir le sexe de Siri. Moi, c'est un mec. C'est pas comme le GPS, on peut pas choisir. Moi, j'ai un homme. C'est un nom-femme. Oui, je crois qu'il y a des noms qui changer. Et voilà, et puis bon, sur des choses plus sérieuses. Oui, non, mais c'est intéressant parce que c'est la vie quotidienne. C'est extraordinaire, c'est un long forme, il est vraiment long, donc il faut le lire en entier. Sur les voitures, par exemple, les crash tests qui sont faits par l'Euro NCAP sont faits avec des dummies masculins. Avec des dummies, des mannequins, hommes, donc qui sont basés sur la musculature des hommes, pas sur la musculature des femmes, la taille des hommes. Et finalement, les femmes ont 17% de chances en plus de mourir dans un accident de voiture qu'un homme parce que les calculs sont faits. C'est pas parce qu'elles conduisent moins bien. Non, c'est parce que l'émission est terminée. Merci à tous. Merci Lionel Massetta. Donc 16 au 23 mars, in cité, consacré à la table. Sophie McLaughlin, merci infiniment. Vous reviendrez parler des GAFA. Hein. Oui. Stéphane Monson et Jean-Charles Lejeune. Merci beaucoup. Et à très vite pour un nouveau PAF, d'ailleurs.